Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous vous apprêtez à écouter évoque les personnages, les thèmes et les situations du film annoncé, de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film et que cela vous intéresse, faites-le avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce film est trop petit pour nous deux, aujourd'hui consacré à Birdman de Alejandro González Iñárritu, sorti le 25 février 2015 dans notre cher pays aux 1000 fromages. On va en parler en long, en large et de traviole pendant un peu plus d'une heure parce qu'une chose est sûre, ce film est trop petit pour nous deux. Qu'est-ce qu'on fout là ? Ça sent le slip. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonjour les copains, nous sommes donc de retour pour un épisode de je ne sais plus comment on s'appelle, voilà. Je crois que c'était ce film est trop petit pour nous deux. Si tu rentres à la maison, pense à prendre du pain et nous, il va d'embrasser le chien. La dernière fois, il l'a mal pris. Voilà, c'était ça, je crois. Ah, mais ça, c'est la version française. Ça. Oui, exactement. Avec François Cluzet, putain, dans le rôle principal, merde. Donc, c'est la version américaine. C'est donc ce film est trop petit pour nous deux. Voilà. Annihilation. Rise of the movies. Tu as osé prendre la parole avant que je te la donne. Je te souhaite donc une... Bonjour Thibaut. Bonjour Thomas, je suis désolé, c'est vrai que je me suis permis cette outrecuidance incroyable. J'espère que ça va tout le monde, bonjour tout le monde. Et j'ai juste une toute petite question avant qu'on commence. Promis, ce sera pas long. Thomas, est-ce que depuis la dernière fois, il y a du coup un film de Rian Johnson que tu as aimé ? Eh bien non, malheureusement. Encore donc, donc toujours... Bon. Non, tout. Un nouvel épisode sans cet élément, oui. C'est dommage. Tout à fait. Ok, bon, je te remercie. Et juste, je me permets de te dire, Thibaut, que tu m'as piqué ma blague. Je l'avais. Je suis désolé. Dans un coin. Je vais commencer par te souhaiter la bienvenue, Bertrand. Bonsoir Thomas. Et je t'encourage à faire la blague, vas-y. Et dis donc, au niveau des films de Rian Johnson, est-ce que t'en as vu un de bien ? De bien, non. Et que tu as aimé. De bien, non, j'en ai jamais vu. Voilà. Jamais vu. Que j'ai aimé non plus. J'en ai jamais vu de bien, donc non. Et ça n'a pas évolué depuis les 5 dernières secondes. Okay. Mais on s'accroche, on y croit. Peut-être un jour, sait-on jamais. Je ne pense pas. Mais on ne sait pas. Tu nous parlais tu nous parlais justement de ce crossover prévu par la Paramount entre G.I. Joe et Transformers. Si c'était réalisé par Rian Johnson, qu'est-ce que t'en dirais ? Eh bien, je ne sais pas. Est-ce qu'il arriverait à mélanger tout ce fameux style qui caractérise, à savoir prendre 12 styles de films, les mélanger ? Ce serait très bizarre de voir un polar noir G.I. Joe enchaîné avec une comédie romantique Transformers. Ce serait un whodunit avec Optimus Prime avec une pipe. Optimus Pipe, quoi. Cyber Maigret, quoi. Donc, Maigretron. Donc, on est là donc pour parler ce soir d'un film d'un réalisateur qui tient particulièrement à cœur à Bertrand, qui est un de ses réalisateurs fétiches, tout comme Rian Johnson et le mien. Voilà, c'est ma némésis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça va aller très vite. Alors, tu nous le dis tout de suite, tu nous le gardes pour plus tard, on se le met au chaud. On se le garde pour plus tard. Allez, on se l'enroule dans un petit morceau de papier alu, puis on se le gardera après. Alors, on est parti. Donc, on va parler donc aujourd'hui, comme vous l'avez pu l'entendre au début, de Birdman, qui est donc un film américain, truc de fou, sorti en 2014 et donc qui est réalisé donc par l'idole de Bertrand, Alejandro González Iñárritu, que j'ai travaillé la prononciation. Donc il est également réalisateur de The Revenant notamment, qui je pense est son film, l'un de ses films le plus connus, donc avec DiCaprio, qui grâce à ce film a enfin réussi à obtenir son Oscar tant convoité qu'il aurait dû avoir environ 73 fois, mais c'est pour celui-là qu'il l'a eu. Alors Bertrand, est-ce que tu es déçu de cette décision de... Oui, complètement, parce que je me suis amusé à faire le tour de la filmo de DiCaprio, qui est quasiment sans faute, et que je pense franchement que The Revenant est de très loin son plus mauvais film.
D'accord. Même pas la plage. Ah non, j'aime beaucoup ce réalisateur. Ah ben oui, là c'est Danny Boyle, je suis d'accord, mais ça n'empêche pas que le film est pas ouf. Non, il est pas ouf. Donc il a également réalisé des films comme Amour Chienne, que je sais Bertrand, tu aimes particulièrement. Non, je l'ai pas vu. Celui-là, je l'ai pas vu. Ah, il me semblait que tu nous en avais parlé. Non, c'est le suivant que je déteste. D'accord. Ou bien encore donc Babel, donc que je n'ai pas eu le temps et que Bertrand ne m'a pas donné l'envie de voir. Alors donc Birdman, donc il a une particularité, c'est que le film donc est filmé en plan séquence, donc à savoir un plan donc sans coupure. Donc c'est une supercherie, hein, le film n'est pas un plan séquence. On voit les coupures, mais c'est vraiment bien fait, je trouve, pour le coup, de réussir à inclure des ellipses et autres dans ce fameux plan séquence. J'ai trouvé, visuellement en tout cas, je trouve que le film, on n'aime pas, mais le film est une réussite sur ce point-là. J'ai beaucoup aimé cet aspect plan séquence. Ouais, et puis quand même, pardon, excuse-moi Bertrand, vas-y. Non, je t'en prie Thibaut, vas-y. Bah, je vais dire de la merde, donc vas-y. Ok. Non, je voulais me joindre à toi Thomas là-dessus, parce que je trouve que effectivement l'illusion prend parfaitement. Et là Bertrand, je sais que tu vas kiffer ce que je vais dire, mais je trouve que c'est un plan séquence géré un peu à la manière d'un 1917 qui pareil a la réputation je te vois exulter de joie, j'adore, qui a la réputation d'être pareil un film en plan séquence, et c'est effectivement très 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 impressionnant, mais d'après ce que j'avais vu, je crois que pareil un film en plan séquence, je crois que ça n'existe pas, un long métrage, parce que c'est quasi infaisable, ou alors vraiment on est sur du huis clos, un petit truc. Là je sais que 1917, je crois qu'il y a en tout et pour tout une quarantaine de prises différentes. 37, j'ai entendu, ouais. Ouais, voilà. Donc du coup, c'est pareil. On sait qu'il y a des coupures, on les voit. Elles sont plus discrètes que dans Birdman. Et le film est autrement plus impressionnant. Ça va sans dire. Attention, Bertrand, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je trouve que Birdman, effectivement, s'en sort extrêmement bien avec ce truc-là. J'ai trouvé ça formidable parce que ça a été vendu comme un film plan séquence. Et en général, c'est un dispositif qui m'énerve pas mal parce que c'est... les réalisateurs ont tendance à utiliser ça pour dire regardez à tel point je suis un bon réalisateur, à quel point je suis un bon metteur en scène, et il n'y arrive tout ni coupe pas de mon point de vue. C'est un tellement beau plan séquence que je me suis pas rendu compte en fait que c'était un plan séquence. Voilà. Je trouve que ça n'apporte rien au récit, mais voilà, c'était un premier fion, voilà. Alors juste pour info Thibaut, je me suis renseigné un peu parce que ça m'intriguait de savoir si ça existait. Il y en a eu apparemment. Donc il y a notamment un film qui s'appelle L'Arche russe, que je ne connais pas du tout, donc qui apparemment est un film entièrement en plan séquence. Il y a également Victoria, que je ne connais pas non plus, qui est également un film en plan séquence. Il y en a d'autres, et après c'est bon, pour le coup on est sur du cinéma je pense extrêmement underground. Ouais. Mais il y en a quelques-uns, sache-le. Donc après, Birdman en fait partie, mais Birdman pour le coup n'est pas un plan séquence. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est ce que j'aimerais savoir, s'il existe des films avec. Mais non, pour le coup, l'Arche russe et Victoria en tout cas sont. Après, tu fais un huis clos, tu mets deux personnes. Mais même, je me dis, ça m'a l'air aberrant de pouvoir réaliser un truc comme ça, ou alors tu joues à fond sur l'aspect je laisse une marge d'impro de ouf parce que la moindre mauvaise prise tu dois tout refaire, ça coûte un blé dans ce cas-là, est-ce qu'on peut considérer que le théâtre est un plan séquence, puisqu'au final c'est ça? Oui, si on veut, mais le théâtre est largement perméable aux petites erreurs et à tout ça. Là, un réalisateur avec le cinéma, le cinéma en général, tu laisses peu de place aux petites erreurs, tu laisses peu de place aux errances et compagnie. Le film doit être rythmé, doit être machin. Donc oui, après c'est du théâtre filmé au final. C'est ça. Ensuite, où se situe la frontière? Bon. Après, si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est que construire un plan séquence, il y a quelques vidéos explicatives de 1917, qui est un film sur la guerre de 14, donc avec des plans de bataille, où on voit... La guerre de 17, pardon, enfin, excuse-moi, bref. Hein ? La guerre de 17, du coup, c'est absurde. Tout à fait. Guerre de 14, 1917, pardon. Mais autant pour moi, ça je suis la caution un peu Première historique. guerre mondiale et demie. Voilà. Il y a des vidéos sur YouTube où on peut voir comment c'est fabriqué, notamment une scène où en gros tu vois la caméra qui est d'abord portée par un technicien qui après est pris sur une bagnole qui suit les gens en train de courir. Et après, t'as des techniciens qui reprennent la caméra et qui entre-temps reprennent des habits de soldats pour pouvoir être dans le plan après. Et là, pour le coup, on voit la véritable technicité du truc, quoi. C'est absolument dément. Quand on diffusera, on mettra des liens, parce que moi aussi j'avais noté, il y en a une vidéo que j'adore, c'est le making-of de l'épisode 3 de la saison 1 de Kidding de Michel Gondry, déjà qui est un génie. Oui. Qui en gros, on voit donc l'intégralité de la scène en plan séquence, où on voit
donc les personnages évoluer. La caméra tourne autour du canapé et l'évolution du personnage est absolument incroyable. C'est une super vidéo. Ou sinon, un grand classique que là, pour le coup, tout le monde a vu, c'est Les Affranchis, où tu as une scène où, le personnage principal, la scène du restaurant, où le personnage principal arrive avec sa copine, rentre par l'entrée de service, et c'est absolument... Là c'est du Scorsese, c'est du virtuose, quoi. Et comme l'avait si justement décrypté Karim Debache, qui explique avec quelle facilité, au bout d'un moment, le personnage se met à naviguer dans le monde de la mafia. Ouais. Oui, tout à fait. Une allégorie de son évolution dans le milieu. Voilà, donc le film, c'est exactement ce que doit être un plan séquence. C'est quelque chose qui a un sens dans l'histoire. C'est une technique qui a du sens. C'est pas juste un solo d'un connard. Voilà. Et il me et pour le coup, on me taxe toujours d'être le nazi de service, mais j'ai l'impression que ce soir, oui. Non, je vais essayer tu vas pouvoir laisser l'uniforme ce soir. Je vais essayer de me calmer. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Je pense que Alejandro ne nous téléphonera pas, je pense. Méfie. Ah, méfie. Alors, le film, donc je disais, donc sur un superbe plan slip, donc qui à lui tout seul, pour moi, justifie l'Oscar. Hein, cette scène 100%. où donc, il est en lévitation, là, rien que pour ça, Michael Keaton en slip, ça vaut le coup. Donc ce monsieur donc en slip, c'est donc Regan Thompson, donc le personnage principal qui est incarné par Michael Batman Keaton, hein, qui est surtout connu pour ça. Donc une vieille gloire du cinéma populaire dans le film, une vieille gloire du cinéma populaire en vrai. Y aurait-il un lien? Donc le personnage de Regan Thompson, donc connu autrefois pour son rôle dans la trilogie Birdman. Donc comme je disais, donc le film méta dans son approche. Alors je pense que c'est volontaire, hein, clairement. À mon avis, je pense que c'était soit on le fait avec lui, soit on le fait avec Christopher Reeves, mais c'est plus compliqué. Et donc ils ont choisi Michael Keaton, donc en tant qu'ancien Batman. J'aurais pu prendre George Clooney aussi. Hein, du coup, alors non, parce qu'il n'est pas Batman, ok. Ou Val Kilmer. Ça termine. Non plus. Pareil, c'était plus chaud. Oui, aussi. ou comment il s'appelait, Adam West aussi. Oui, le grand Adam West. Oui. Le maire de Caog, les vrais sables. Exactement. Pour le coup, on retrouve vraiment ça, parce qu'effectivement, Michael Keaton a fait quand même quelques films sympas, mais on le connaît surtout pour Batman et pour la présentation de Question pour un champion, essentiellement. Oui. Voilà, c'est surtout pour ça qu'il est connu. Exactement. Et donc, alors voilà. Par contre, ce que je trouve très très drôle, c'est le côté méta qui se casse la gueule quand tu vois le film de nos jours. Donc, parce que ce côté, il faut que je fasse autre chose, il faut que machin, qu'il faut que ceci. Ouais. Donc, Michael Keaton a lutté pour en sortir, ne plus parler de lui en tant que Batman. Et donc, très prochainement, nous redécouvrirons Michael Keaton en Batman dans le film Flash. Je trouve le méta dans le méta. Mais dans ta gueule. Ouais. Voilà, je trouve. Alors moi, je suis très content qu'il revienne en Batman, mais je trouve ça très drôle, ce côté méta. Je sais pas comment on peut le dire, mais c'est du méta. C'est du transméta, je crois. Ça doit être ça. C'est le métaverse. C'est très cocasse. Donc, Regan Thompson, donc, qui joue un acteur has-been, donc qui essaie de nouer tant bien que mal des liens avec sa fille, donc une junkie, donc qui est jouée par Emma Stone, et donc qui ressemble à un crapaud dans le film, hein, on est tous bien d'accord. Alors je pense que c'est volontaire, hein, ils lui ont fait, elle est livide dans le film, elle a un côté, on sent qu'elle sort de cure, quoi. J'aime pas de base Emma Thompson, mais là je parle d'un point de vue purement personnage. Hein. Emma Stone. À chaque fois, j'ai refait la même que la dernière fois, vous notez, je la fais tout le temps celle-là. Alors que j'adore Emma Thompson. Tout le monde aime Emma Thompson, en vrai. Oui, c'est ça, j'adore Emma Thompson. Mais par contre, j'aime pas Emma Stone. Regardez Years and Years, pardon. Voilà. Oui. Oh là là. Oui. C'était une série, ça, non ? Oui, c'est la série, je pense. Ça doit faire partie d'une de mes séries préférées. Ouais. Ça avec Papa Schultz, donc. Ça et Papa Schultz. Donc il essaye donc en même temps essayer donc de nouer des liens avec sa fille, donc ce bon Regan Thompson, donc également il essaie de monter l'adaptation de Parlez-moi d'amour de Robert Carver, donc une pièce de théâtre, afin de prouver à tout le monde qu'il n'est pas fini et qu'il est capable de faire autre chose que le rôle de Birdman, donc tout en luttant avec une petite voix dans sa tête qui lui conseille très fréquemment de faire Nawak. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Oui, cette voix, c'est vraiment la partie, pareil, junkie, hein, je pense, qui parle. Oui. On est vraiment sur de l'autodestruction, une espèce de voix de la dépression, on dirait, une vraie dépression latente. Ça fout un peu mal à l'aise. Par contre, je trouve le traitement de la voix... C'est con, c'est un détail à la con, mais j'aime beaucoup ce genre de traitement de la voix, tu sais, où ils vont ressortir les basses à fond et ça fait une voix ultra. Tu as regardé le film en VF? Je l'ai maté en VO. D'accord, parce qu'en VF aussi. Oui, je me rappelle, on l'avait maté ensemble en VF. La voix, c'est également celle de Kevin Costner, ouais. Et pour le coup, il traite le son de la même manière, du coup, ça marche très bien. Ouais, je suis d'accord. Alors déjà,
un truc que j'ai noté, puisqu'on vient de sortir du visionnage de Whiplash, j'ai retrouvé un peu ce même genre d'ambiance. Déjà, ne serait-ce parce que le film en fait n'a pas de musique, il est toujours accompagné par une espèce de beat de batterie, mais un peu en mode free jazz, que j'ai trouvé génial. Je trouve que ça donne une ambiance très particulière au film. Mais de ouf. Mais en fait, je pense vraiment que les prises son ont été faites juste à côté du studio où le mec avait son dernier jour pour enregistrer toute la piste batterie de Whiplash. Et du coup, désolé les gars, vous m'entendrez. T'inquiète, on va faire un truc avec. Mais à mon avis, c'est ça. Mais ça rend très très bien, je trouve. Ouais. Il y a un truc assez rigolo, justement, il joue assez bien avec ça. Et c'est bien la seule fois où je dirais quelque chose de positif sur ce film, c'est que en fait, le plan séquence s'enchaîne et la batterie a tendance à monter et à baisser en intensité. Et il y a un passage où en fait, c'est particulièrement tendu, où les personnages bougent énormément et on croise le batteur qui est lui-même en train de jouer. Et c'est assez rigolo. Et ce qui montre aussi un des très gros problèmes de ce film, mais ça, peut-être qu'on en parlera plus tard. T'as pas envie en fait d'en parler. Hein. À la fin, tu vas juste nous dire. Ça va être le twist. À la fin, tu vas juste nous dire. Non, en vrai, je déconne. J'ai vraiment aimé. Ça, il va juste dire des gros mots. Mais tu sais, sans aucune construction, genre juste des gros mots. Donc, je disais, il y a ce côté Whiplash, donc dans l'ambiance déjà, ne serait-ce, je pense par la batterie, mais aussi parce que le film a un côté très violent, aussi bien, psychologiquement, dans ce côté, en fait, il est un peu pitoyable, finalement, c'est un peu un pauvre type, ce pauvre Egan Thompson, voilà, c'est ça, en gros, il s'accroche, on sait pas trop à quoi, on sait pas trop pourquoi, et du coup, il y a vraiment ce côté très violent, psychologiquement. Et donc, pour moi, il y a aussi donc ce côté un peu jazzy qui rappelle donc Whiplash. Alors, je pense que c'est pour le coup totalement involontaire et c'est vraiment parce que on fait les 2 épisodes à la suite et du coup, forcément. Et je pense que c'était aussi pour le côté extrêmement léger qu'a Iñárritu de vouloir souligner que en fait, il essaie de créer une tension et de faire un plan séquence. Donc, il essaie de sous-entendre qu'il y a une batterie très légère, tu vois, et que elle joue sur l'intensité qui augmente, voilà. Et donc du coup, c'est le mec en fait qui est assis à côté de toi, qui te fait des gros coups de. T'as vu comment je suis trop malin. T'as vu, je suis balèze. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit leitmotiv, mais je voudrais quand même en parler. J'ai l'impression que tu as vécu la vision de Birdman comme j'ai vécu la vision de Batman. Ouais. Et en plus, il y a un lien, les gars. Je te jure que tu es en train de me décrire de la même chose. À quel point il y a un lien de ouf entre les films. Ah, mais complètement. Je vous expliquerai à la fin. Méta, là, triple méta. Je vous dis ça à la fin, pendant que Bertrand dit des gros mots. La méta triple IPA. C'est ça. Mais tu vois, c'est exactement ça, ce que je te disais. Moi, j'ai eu la même sensation. Tu as sorti très précisément cet argument-là. Où j'ai ce sentiment qu'il est assis à côté de moi et que pendant tout le film, c'est regarde à quel point le film il est bien, sinon je me tue. Et c'était vraiment il a un côté très violent dans sa façon d'essayer de me montrer que c'est un bon réalisateur. Et du coup, j'ai l'impression que tu l'as vécu de la même façon. Tu vois, ce côté, regarde mon film, il est super. Sinon, je me fais du mal. Ça m'a fait penser à un épisode de South Park que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous l'avez vu, où les parents de Kyle décident d'aller vivre à San Francisco. Et à San Francisco, quand on organise un apéro, en fait, on donne des verres vides aux gens parce qu'ils pètent dans leurs verres et ils respirent leur paix. Tu vois. Oui, bien sûr, on est beaucoup plus progressiste. On est vraiment à la pointe ici à San Francisco. Ah! Pour moi, c'est ça, ce film. Je commence à voir ce que tu essaies de placer comme lien. J'ai l'idée. Alors, je connais quelqu'un qui a fait ça en vrai, sur plusieurs jours, mais je dirais pas qui. C'est vrai, mais tu m'en avais parlé, je crois. C'est une anecdote dont j'ai entendu parler. Mais je dirais pas qui c'est. Ouais. Mais ça, peut-être sur un épisode off, tu sais. Ou, un épisode hors série. Pour la dernière. L'épisode de l'été. Pour la dernière. Ou de Noël. C'est ça, ouais. Donc, au cours d'une répétition donc, de cette fameuse pièce, donc l'acteur principal se prend un projo dans la tête. Aïe, la tuile. Tout ce qui l'handicape un peu pour la suite. Donc là, persuadé, puisque en gros, donc on ne dit pas, comme je disais, le film commence donc sur cette scène donc en slip, mais il est en lévitation. Donc est-ce qu'il a des pouvoirs, est-ce que machin, ça on sait pas trop. Et il est persuadé que c'est lui donc qui a fait tomber le projecteur sur le visage de l'acteur principal, parce que en gros finalement il collait pas trop au rôle, ça le faisait moyen. Donc c'est alors là que Leslie, qui est donc incarnée par Naomi Watts, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Ah, elle est sublime. Et donc il lui conseille d'engager Mike Shiner, qui est un acteur de théâtre grandiloquent, caricatural, très caricatural. Peu, ouais. C'est vraiment l'incarnation, voilà, comme ça qu'on imagine les acteurs de Gérard Klein ou Francis Huster. Plutôt. Les grands, quoi, les immenses. Ouais, bien sûr. Non, mais tu vois, ce côté, tu sais, je vaux mieux que toi parce que je suis un acteur de théâtre. Bien sûr. Oui, là, on y est à fond. En fait, globalement, c'est vrai, et Bertrand, tu vas être content, je trouve que le film manque pas mal de subtilité dans sa manière de présenter les persos
et d'être gratuitement cruel avec ses personnages, mais d'après ce que j'ai capté de ce que j'ai vu dans The Revenant, que j'ai donc regardé cette semaine, ça a l'air d'être un peu la spécialité d'Iñárritu. Vraiment cette espèce de cruauté vraiment un peu odieuse, quoi, je trouve, avec ces personnages. Je trouve il en fait trop dans ce côté-là, et ça me dérange un peu, parce que là pour le coup je me range avec le côté m'as-tu vu de hein, t'as vu mes persos, tu les aimes pas, hein, ben regarde. Ouais, ce qui résume très bien, je trouve, c'est justement, tu parles de The Revenant, c'est une scène, je sais pas si vous l'avez pas vu, ça va pas trop vous spoiler. T'as juste une scène où t'as un personnage qui se fait attaquer par un ours, et genre il se fait attaquer par un ours et c'est particulièrement difficile, c'est vraiment douloureux. Et Iñárritu, vraiment sa patte, c'est que le mec se fait défoncer la gueule, mais ça s'arrête jamais. L'ours part, ouais. Et il revient. Voilà. Et il repart, et il revient. Voilà, c'est ça. Le mec veut te faire mal, en fait. Oui, c'est vraiment ça, il y a ce côté... L'ours, il s'en va, il s'arrête, il fait... et il revient. Oh l'enculé. Qu'est-ce qu'il y a là? Baisse les yeux. Tu l'entends au fond de la forêt, tu t'entends... Puis il revient, toi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il revient, tu sais, en parlant avec les dents très serrées. Vas-y, je te cule ta gueule, vas-y, je te défonce. Pardon. Donc c'est un film qui a donné un Oscar à DiCaprio. Alors moi pour le coup, et alors, on y reviendra plus tard, mais voilà, c'est une question que je me suis posée en le voyant. C'est est-ce que justement le film n'est pas une espèce d'énorme glavio à la tronche du monde du théâtre en fait, justement. Il y a du mépris, je pense. Il n'a pas un grief envers le théâtre, je pense, parce qu'il y a vraiment ce côté, les acteurs de théâtre, c'est tous des bâtards, ou alors c'est tous des fumiers, où ils sont tous névrosés, notoires. Les critiques, n'en parlons pas, et que c'est vraiment un monde horrible avec personne qui vaut le coup là-dedans, quoi. Je me demande si c'est ça, est-ce qu'il a un grief particulier avec le monde du théâtre ou... C'est une question que je me suis posée en fait, parce que le film a vraiment un côté à charge contre le théâtre, contre les critiques de cinéma et de théâtre, surtout de théâtre, mais je me demande si en fait il a pas des névroses et qu'il les passe uniquement par le cinéma. Alors je pense que des névroses, il en a une ou deux, hein, parce que putain, ces films, c'est quand même des psychothérapies. Hein. Et que voilà, et je me demande, c'est pas le genre de gars qui dit tiens, je vais faire un film, mais juste pour chier sur cette personne, tu sais. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça l'idée? Et du coup, finalement, il a pris, parce que j'ai noté ça dans le film, c'est pareil, le film donc explique tout le long. Il explique tout le long, donc Ryan Thompson, donc c'est d'être Birdman et Ninana, mais tout le film, en gros, il a un côté, ouais, les Marvel, ouais, les machins, et en gros, il en fout plein la gueule. C'est ça, en fait, ce que j'allais dire, en fait, il en veut au théâtre, manifestement, mais aussi, comme tu disais, aux critiques, mais aussi au cinéma populaire, mais peut-être au cinéma, peut-être qu'il s'en veut à lui, ses acteurs, manifestement. Au slip kangourou aussi. À mon avis, il nous en veut. Alejandro, si ça va pas, appelle-nous. Tu parles. On vous mettra le numéro vert à la fin. Il faut parler. Tu as des choses à sortir. Ce qui est très drôle en plus, parce que pour le coup, la quasi-totalité du casting a été ou sera justement notamment dans le MCU. Ouais. Et je trouve ça pourquoi tu joues avec une poire à lavement pendant qu'on enregistre? Non, parce qu'avec sa caméra, pardon, c'est ça qui me faisait rire tout à l'heure. Avec sa caméra, c'est une catastrophe. C'est terrible. Ma caméra est dégueulasse et j'essaie d'enlever la poussière qu'il y a dessus, mais je ne fais qu'aggraver la situation. Avec une petite poire à lavement. Non, c'est une poire pour les oreilles. Ah, c'est un décapeur d'urètre. Voilà, tout à fait. Donc Edward Norton, qui apparemment ne joue pas un rôle de composition. Apparemment, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement imbuvable. Non, voilà, c'est un choix tout trouvé, j'ai l'impression. Et je pense que c'est pareil, il a dû avoir un grief avec lui. Genre, t'aurais pas 5 € à me prêter, Edward? Ah non, ça va être chaud. Ah bah tu vas jouer dans mon prochain film alors. Alors là mon gars, il fait comme l'ours, il s'en va, il revient avec un papier, c'est toujours mon pote. En fait ça doit être son approche des gens, l'ours, vraiment. Non mais oui, voilà, en plus c'est particulièrement drôle parce que en fait Edward Norton, ça faisait longtemps qu'on le voyait plus, parce que en vrai c'est comme Christian Bale, c'est des mecs absolument détestables en fait. Le milieu les a complètement blacklistés quoi. Ah, je suis pas sûr pour Christian Bale, je pense qu'il souffre d'une mauvaise presse de ce qu'il s'était passé une fois où il a hurlé sur un technicien, mais c'est quand même un mec qui apparemment est quand même reconnu pour pas être trop mauvais ambi, c'est juste que à l'instar de Daniel Day-Lewis ou autre, c'est des gars qui rentrent un peu trop dans leur rôle, tu sais. Je pense qu'il y a plus de ça, alors qu'apparemment Edward Norton ou Gérard Jugnot aussi. Oui, c'est vrai que notamment quand il avait joué dans Le Raid avec Julien Courbet et Roche Dizem,
Et non, mais du coup, non, apparemment, Edward Norton, en fait, c'est que c'est pas un super être humain de base. Donc du coup, peut-être pour ça, il se kiffe bien avec Iñárritu, parce qu'ils ils vont voir des spectacles d'ours. Ça doit faire des soirées ours régulièrement. Et c'est marrant, dans mes films préférés, il y a beaucoup de films avec Edward Norton, mais du coup, c'est des films que je regardais quand j'étais jeune, et ça a été l'occasion de découvrir Edward Norton en VO, en fait, qui a une petite voix nasillarde assez insupportable. Ouais, de ouf. Je savais pas. Ah, je savais pas ça, tiens, tu vois, je crois que je n'ai jamais vu de VO avec Edward Norton, donc Ben ouais, il a une petite voix insupportable. Son doubleur français est assez... Ouais, il est très très bon. Ouais, il a une très bonne VF. Ouais. Le film, donc on va reprendre parce que je crois qu'on est à la 6e minute. Donc malgré le plan séquence, donc comme on disait tout à l'heure, le film présente des ellipses. Donc on comprend au fur et à mesure du film, parce que c'est un peu le problème pour moi de ce genre de film, c'est qu'au début, le film nous prend pas par la main. En gros, il faut quand même essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Et donc on comprend que ce sont des ellipses. Donc au milieu de ce plan séquence, que ça arrive, genre on le voit commencer à descendre un escalier, la caméra descend un peu avant lui, elle se retourne et hop, il est changé, il est plus habillé pareil, il y a du monde dans la salle. Et donc on comprend qu'en fait il ne répète pas, mais qu'en fait il participe donc aux différentes avant-premières et ou générales. Oui, voilà, ça c'est des répétitions générales en public. Et donc force est de constater qu'il n'y en a pas une qui tape dedans, hein. Concrètement, il y en a une où Norton qui fait vraiment l'acteur extrêmement grandiloquent, qui gueule parce que dans sa bouteille de gin c'est de l'eau, alors que vu que son perso est torché, il doit être torché aussi. Qui est un style de cinéma d'acting qui existe. Ça, j'avais vu une interview très intéressante de Jean-Marc Barr, c'est un truc, je crois que c'est italien, qui consiste en gros à dire que le cinéma ça doit être de la vérité. Alors si vous me voyez faire n'importe quoi à la caméra, c'est que je me bats avec un moustique. Oui. S'il y a des moments où je parlerai comme ça, c'est parce que le moustique est en train d'essayer de t'étrangler. Tout à fait. Il te fait une prise d'étranglement derrière toi. Est-ce que tu parles du Dogme ? Je ne sais plus. Non, parce que c'est possible que ce soit ça. Et pour le coup, c'est Lars von Trier qui sort de ce mouvement-là. Et c'est un mouvement qui se veut vraiment aussi nature que possible, avec plein de règles de réalisation, et donc ça je sais pas du coup si c'est de ça dont tu parles, hein, mais je ne sais plus. Le Dogme, en tout cas, il y a une histoire de il faut pas mettre de musique qui ne soit pas diégétique au film, que en lumière naturelle, que si les personnages écoutent de la musique, alors on en entend, sinon c'est tout. Et il y a une histoire de lumière naturelle, etc. Voilà, et la règle en fait est poussée au maximum, donc ce que j'avais lu de cette interview, où genre si le personnage meurt, l'acteur doit mourir aussi. Ça, c'est vraiment en fait. Alors, du coup, tu réfléchis parce que si tu fais un film sur un serial killer ou autre, c'est plus compliqué. Voilà, mais voilà. Mais apparemment, non. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais lu donc une interview très intéressante de Jean-Marc Barr. Oui, mais justement, tout à fait. Jean-Marc Barr qui un temps a fait pas mal de films avec les réalisateurs du Dogme, notamment Lars von Trier, tu disais, et le réalisateur de Festen, je me rappelle plus de son nom. Qui il y a quoi, un an ou deux a fait Drunk, si je me rappelle bien. Thomas Vinterberg. Exactement. Et pour terminer sur le Dogme, en fait, il y a qu'un seul film qui a été fait. Je crois qu'il y a 4 réalisateurs qui ont signé la charte, et il y a qu'un seul film qui a été vraiment fait en vrai Dogme, en fait, en respectant les règles. Et c'est Festen. Dogme 95. Donc il était créé à l'impulsion de Lars von Trier et de Thomas Vinterberg. Voilà. Exactement. C'est donc apparemment justement pour aller à l'encontre de ce que faisaient les Américains dans les années 90, du bigger, faster, stronger, à savoir toujours plus d'explosions, de ce genre de choses. Et du coup revenir à un cinéma plus vrai. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un petit peu de ça, parce que du coup il doit pas aimer ça non plus, vu qu'il aime rien, du coup il doit pas aimer ça. Et donc voilà, il explique, donc on voit une scène. Donc, je pense qu'il a dû se battre avec Lars von Trier également. Voilà, et un ours. Et donc on voit Edward Norton donc péter une bouteille de gin, donc parce qu'il est dégoûté, donc parce que son perso est torché, il doit l'être aussi. Ou encore une scène merveilleuse où il essaye, il arrive enfin à avoir une érection en plein milieu d'une scène, et donc il essaye de violer Leslie. Voilà, un vrai plaisir. Donc un gars vraiment sympathique, vraiment un gars bien. Et ouais, il y a pas mal de rumeurs sur des acteurs justement qui, notamment Jack Nicholson, qui apparemment aurait fait ça à Michelle Pfeiffer pendant le tournage de Werewolf, avec une scène d'amour où justement il a fait une scène d'amour qui était un peu réaliste, et l'actrice était pas au courant. Ouais, il y a eu la fameuse de Un tramway nommé Désir avec Marlon Brando, la fameuse scène avec le beurre où en fait apparemment il y va un peu pour de vrai. Il y a la scène de Basic Instinct où on lui a dit t'inquiète, on verra rien, et puis finalement on voit beaucoup. Je pense que pour le coup on peut en ressortir pas mal des comme ça. Apparemment même dernièrement j'avais vu, c'est John Cena dans une scène avec Amy Schumer où c'était genre son premier rôle au cinéma, où en gros il a pas su vraiment jauger le truc, et il s'est un peu raté apparemment.
apparemment. C'est dégueu. Oui, bah, c'est quand même ultra crade. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, il y a Regan qui commence à douter de son projet, parce que forcément, c'est quand même vraiment bien la merde. Et encore plus, donc quand il découvre sur un journal que le personnage de Edward Norton, j'allais l'appeler Aaron Edward, je sais pas pourquoi, je suis défoncé. Le personnage de Aaron Eckhart. Donc il découvre, qui découvre donc sur un journal qu'il est en train de complètement lui voler la vedette de ce qui est censé être son grand moment. Son magnum opus, je voulais le placer. Donc c'est la voiture de Mad Max, c'est ça ? Oui, voilà, c'est exactement ça. Non, alors pour le coup, c'est vrai en plus. Oui, dans le jeu, oui. Et même dans le film. La voiture s'appelle la Magnum Opus apparemment. C'est la voiture de Max Rokastansky. Sachez-le. Oui, exactement. On l'entend rarement dans le film, mais c'est un super jeu d'ailleurs. Ah, il est très 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 bien. Donc par la suite, il surprend sa fille en train de fumer un joint, ce qui est pas ouf quand on a décidé de plus le faire. Oui. On est tous d'accord là-dessus. Donc s'ensuit alors une scène où pour la première fois de ma vie, je me suis dit ça va en fait. Emma Stone, elle ressemble à un crapaud, elle me fait très peur avec ses yeux et elle veut pondre dans mon âme. Mais là ça va, elle joue pas trop mal. Et du coup, il lui explique donc c'est pour lui un projet de vie important. Mais sa fille lui explique que non, que ce n'est qu'un projet vaniteux qui ne sert qu'à nourrir son vieil ego totalement flingué. Et je trouvais cette scène très forte parce que c'est la première fois on a l'impression qu'on essaye d'aller dans son sens en allant contre lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on essaie de l'aider quoi en fait. Voilà, et c'est la première fois qu'en fait quelqu'un lui rentre dans l'art pour essayer de l'aider à avancer un peu, parce que sinon concrètement tout le monde s'acharne à lui casser les couilles, j'ai l'impression. Non, en vrai, dans le film tous les personnages sont absolument détestables, à part le personnage d'Emma Stone. Vraiment, c'est incroyable. Et Naomi Watts. Oui, c'est vrai. Oui, pour le coup, elle est très douce. En fait, il est pas trop mauvais avec les femmes. Oui, c'est ça, c'est vrai, on peut lui reconnaître ça. C'est juste parce qu'il y avait pas d'ours de disponible, c'est tout. Ah peut-être. Et les ours femelles du coup, vous en pensez quoi? Donc les avant-premières et ou répétition générale, je t'emmerde, continue alors, et donc pour une fois, donc tout semble bien se passer. Voilà. Et en sortant fumer un petit clopo entre deux scènes, donc je pense qu'il ne doit jamais arriver. Je suis à peu près sûr, je suis pas très théâtre, j'en ai pas fait. Je crois que Thibaut t'en a fait un petit peu. Ouais, voilà. J'en ai fait. Et je suis pas sûr qu'entre deux scènes, tu dis tiens, je vais fumer une clope, j'ai un quart d'heure à tuer. Je pense que t'essayes quand même de rester dans ton truc. Je fume pas, j'en sais rien. Ah, ben voilà, c'est ça. Mais non, fumé comme tous les grands acteurs. Ça dépend des pièges, je pense, mais il y a, ça m'a l'air un peu compliqué en général. Ouais. Surtout là, en plus, je trouve que pour le coup, je trouve cette scène un peu gratos parce que il sort fumer une clope. Il regarde littéralement la porte se fermer et après il est blasé qu'elle soit fermée, tu sais, mais il n'y a pas le côté tête en l'air en fait. C'est vraiment genre oh non, la porte elle est fermée. Voilà, je trouvais cette scène gratos, même si elle a une scène que j'ai trouvé très cool, mais voilà, il se retrouve en fait donc bloqué à l'extérieur avec la robe de chambre, donc, enfin le peignoir qui est donc bloqué dans la porte. Donc il est obligé, vu que ça va être sa grande scène, de se barrer en slip finalement. Et est-ce que ce serait pas une manière de se mettre à nu pour lui? Ah ben, je pense. Voilà. C'est quelque chose de très signifiant. Oui. En fait, c'est ça. Moi, pour le coup, vous voyez, le fait d'en parler avec vous, je me rends compte effectivement que je l'avais vu comme ça aussi le film, mais que ça m'avait pas autant marqué. Ouais. Et maintenant que vous me le faites remarquer, je me rends compte qu'en fait, si, ça m'a marqué. Il y a un côté trépied dans le plat. Ouais, voilà. Tout est un peu sursignifiant, j'ai l'impression. Et si même moi j'arrive à capter les images, c'est que c'est mauvais signe en général. Ouais, mais c'est exactement ce que tu dis, Thibaut. Il voulait mettre le personnage à nu et il le fait avec énormément de finesse. Il se retrouve dans un magnifique slip kangourou le slip qu'on avait vu dans l'introduction, et il traverse Times Square avec tous les gens qui le filment, quoi. Et tu penses que c'est le même slip? Ouais, je pense, c'est obligé. Est-ce que cette scène, donc du coup, après l'ours, les acteurs, les critiques, faut faire toute la liste, est-ce que finalement c'est pas également une critique justement de cette mode des réseaux sociaux? De tous ces jeunes avec leur téléphone là. Ah ouais, voilà, c'est ça. Je pense que il y a ce côté-là. Mais parce qu'au final, tu te dis que maintenant, il y a, je pense encore une fois, un côté pied dans le plat, en disant, si tu fais pas le buzz, tu marches pas en fait. En gros, je pense qu'il y a ce côté-là aussi. Puisque donc du coup, le fait qu'il soit dans la rue, comme les gens sont très bienveillants, tout le monde le filme, c'est partagé sur les réseaux et donc il fait un gros buzz sur YouTube. Donc du coup, on se remet à parler énormément de ce vieil acteur, parce que forcément, ce qu'on aime beaucoup voir, c'est nos idoles avec le nez dans la pisse, finalement. J'ai l'impression que c'est ce que l'être humain aime. Nous sommes des gros sacs à merde, rappelons-le. Voilà, c'est ça. L'être humain est un fumier, et encore une fois... Merci Iñárritu de nous le rappeler, ça me fait plaisir.
Du coup, la question que je me suis posée, c'est est-ce que Iñárritu n'a pas traversé une grande place dans son pays d'origine? Je sais pas s'il est américain ou mexicain. Je crois qu'il est mexicain. Mexicain. S'il n'a pas traversé une grande place au Mexique en slip et personne ne l'a filmé, donc il voulait se venger, je pense. Ah, peut-être. Oui. Alors, c'est ça. Il est mexicano-espagnol. D'accord. Peut-être que c'est ça, en fait. Il se promenait tranquillement avec un ours en slip. Personne ne l'a filmé, alors que là, pour le coup, il avait mis le paquet. Du coup, blasé. Il était sur une place avec donc son ours en laisse et hurlait « C'est mon heure de gloire, bande de débilos !» Voilà. Et personne ne l'a filmé, les gens ont juste regardé ailleurs et sont partis. Il était 2h du matin. Et à savoir que le slip que portait Michael Keaton, c'est également le slip que portait l'ours au moment où il a fait ça. C'est ça. Oui, c'est le même slip. Et d'ailleurs, l'ours de The Revenant, je crois que c'est celui qui jouait dans l'ours de Jean-Jacques Hano également, le petit. Oui, tout à fait, oui, qui a 53 ans maintenant. Oui, désormais. Et il fait un petit 42, puisqu'il rentre dans le même slip que Michael Keaton. Exactement. Mais d'après ce que je sais, je crois qu'il coule des jours heureux dans le Vermont actuellement. Oui, et il est vaginal. Ce bon Jean-Marc. Jean-Marc le vaginal, ouais, tout à fait. Exactement. C'est ça. Donc par la suite, donc ils retrouvent Edward Norton dans un bar. Donc où ils font la rencontre de Tabitha Dickinson, qui est une critique de théâtre, une vieille harpie, frustrée clairement, qui descend les films uniquement par plaisir. Non, je l'ai trouvé assez juste et non, effectivement. Et qui est donc décrite par Norton. Et là, je vais appeler, je vais appeler à votre bon sens, qui est décrite par Norton comme ayant l'air d'avoir taillé une pipe à un clochard. Et là, je vous poserai cette question, c'est quoi l'air d'avoir taillé une pipe à un clochard? La prochaine fois que je le ferai, je me prendrai en photo. Hein. Et Oui. Et on regardera. Ah ouais, c'est vrai. Je comprends, je vois. Ouais, à mon avis, tu dois avoir les dents grises. Ah, peut-être, ouais. Ok, ouais, voilà, c'est très cohérent. Là, les dents Et grises. une couche de tartre dessus. C'est ça. Mais sur la bite du clochard, c'est ça? Oui, du coup, à la fin, c'est vraiment sur les incisives. C'est ça, tout à fait. Donc, cette bonne Tabitha Dickinson lui explique qu'elle ne verra pas la pièce, que ça ne l'intéresse pas, mais qu'elle le détruira tout de même dans la critique, parce que, selon elle, les stars hollywoodiennes, ce ne sont pas des acteurs, ce sont uniquement des stars et qu'ils n'ont rien à faire dans une salle de théâtre, si ce n'est prendre la place de quelqu'un qui le mérite. Donc, autre question, et là c'est une vraie question, est-ce que vous pensez qu'un acteur de théâtre vaut mieux, entre parenthèses, qu'un acteur de cinéma avec toute la condescendance qui va bien? Non, c'est... J'ai un peu l'impression que c'est un peu ce qu'il essaye de défendre, entre parenthèses, dans le film, ou en tout cas, il essaye de plutôt pas défendre, mais plutôt justement critiquer le côté, oui, les acteurs de théâtre. Et d'ailleurs, ça se dit comme ça, le théâtre. C'est ça. Oui, le théâtre. J'ai l'impression que c'est à peu près aussi pertinent que de faire le comparo entre un musicien studio et un musicien live. En fait, tu vois, c'est la même chose. C'est lequel a le plus de mérite. L'un peut être l'autre et il y a absolument aucun mérite. Ah oui, non, pour le coup, je suis entièrement d'accord. Ouais. Je sais pas, mais j'ai l'impression vraiment que le film essaye vraiment de créer une vraie scission entre les deux, que c'est vraiment deux personnes à part entière, quoi. Ouais, disons qu'il appuie sur cette scission parce que elle existe depuis longtemps. Ce constat-là existe depuis longtemps. Et voilà, et ouais, je sais qu'au cinéma, quand tu te pars d'un acteur connu pour avoir brillé dans le théâtre, de type Ian McKellen ou ce genre de personne, Sir Ian McKellen, pardon, et bah tu auréoles ton projet d'un truc en plus, quoi. Donc oui, il y a de toute façon cette aura de... Je dis que c'est un truc qui est, je dis pas que c'est un truc que je pense, hein, mais que l'acteur de théâtre va être un acteur plus. Je pense que ça demande une technique assez particulière. Après, j'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment ce truc-là aux États-Unis, où d'autant plus que tu as une opposition géographique entre Los Angeles pour le cinéma et New York pour Broadway. Après, t'as aussi ce truc-là, on l'a vu assez souvent avec certains acteurs. Les acteurs qui sortent de Broadway sont souvent ce truc-là d'être dément, d'être des acteurs, d'être des chanteurs, des danseurs, des gens qui sont capables de tout, comme Michael C. Hall, par exemple. Neil Patrick Harris ou ce genre. Ou Hugh Jackman, oui, tout à fait. Mais je pense qu'Iñárritu a fait une pièce de théâtre qui était très très nulle et qui s'est fait défoncer par la critique. Sur un ours. Il a fait l'ours, mais en pièce de théâtre. donc ce bon Michael Keaton, Regan Thompson, pardon, donc il se cartonne la gueule donc dans la foulée, parce que finalement ça lui fait un peu mal au cul. Et donc là, il y a un film, pour moi, le moment où le plan séquence prend vraiment tout son intérêt, je trouve, dans cette scène, où il finit donc par s'endormir dans des poubelles. Oui. Donc au réveil,
c'est une voix, cette fameuse voix insistante qui lui répète qu'il faut qu'il se lève et machin et ceci. Et donc sa voix, pour la première fois on la voit, entre parenthèses, on a largement compris qui c'était puisqu'on le voyait à travers les posters, mais là pour le coup elle apparaît, donc c'est Birdman qui en gros le suit et qui lui conseille d'arrêter ses conneries, que c'est pas un acteur de théâtre, que ça lui rapportera rien, que voilà, et que en gros il vaut mieux qu'il fasse un Birdman 4 que les geeks qui n'attendent que ça, que voilà. Et encore une fois c'est cocasse parce que il le fait en vrai actuellement mais voilà, que donc Birdman en gros voilà, lui dit arrête ça sert à rien, fais plutôt un max de blé, c'est à l'heure actuelle ce sera facile, surtout qu'en plus tu fais le buzz, donc les jeunes sur leur téléphone qui sont décérébrés, ils seront bien contents de te voir en Birdman et clairement pas dans une pièce de théâtre à Broadway. Et par contre j'ai trouvé toute cette scène vraiment vraiment bien faite, parce que la façon dont il le fait, en gros, à chaque fois la caméra tourne et tu le vois, à un moment il lui vole au-dessus, à un moment il est dans son dos. Il y a vraiment un côté conscience sur les épaules, tu sais, qui lui parle. Alors pour le coup, lui dit que des horreurs, ou des conneries. Mais j'ai trouvé cette scène, pour le coup, là, comme je vous dis, c'est vraiment la scène qui pour moi justifie à elle seule le plan séquence. Et qui aurait pu être limite le plan séquence unique du film. Effectivement, alors je trouve que le film est beau, personnellement, il est très bien fait. Mais si ça avait été uniquement cette scène en plan séquence, ça aurait marché aussi. Ouais, mais oui, c'est vrai qu'elle a pas mal de classe. En plus, là, pour le coup, il se permet un peu de trucs. C'est un peu mis au forceps. Le côté, ça devient, tu sais, pendant l'espace de quelques secondes, un film d'action un peu fou. Voilà, c'est un peu mis au forceps et c'est pas forcément très joli. Mais effectivement, l'arrivée du Birdman et compagnie, en plus, qui est dans une position un peu absurde, il est vraiment à l'horizontale, en train de voler derrière lui. Ouais, je trouve qu'il y a ce côté un peu terrifiant presque du personnage qui plane au-dessus avec cette espèce de voix tonitruante venue d'outre-tombe, etc. Et qui a cette espèce d'allure un peu dans ce contexte-là un petit peu absurde. Et le fait de lui donner vie littéralement à ce moment-là, ouais, je trouve que c'est un effet qui marche plutôt pas mal. Je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est vraiment dommage parce que ce film, je pense pas qu'il soit fait avec 3 francs 6 sous. Non. Quand t'arrives à voir Michael Keaton, Emma Thompson, à voir Edward Norton. Non, Emma Stone toujours. Emma Stone. C'est dommage que franchement ces scènes d'apparition de Birdman soient aussi faites avec le cul. Vraiment, je le trouve très très mal fait. Et c'est d'autant plus frappant les scènes où Birdman vole, c'est vraiment, mais c'est moche quoi. C'est vraiment de la CGI de supermarché quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté voulu là-dedans il en veut tellement aux geeks aussi, oui, parce qu'il y a eux aussi, aux geeks et au cinéma pop et compagnie. Est-ce que justement il voulait pas faire une scène qui soit vraiment grotesque pour signifier justement que on devrait tous rentrer chez nous et arrêter tout ça et regarder du vrai cinéma. Ouais, parce qu'au final c'est quand même une grosse critique qu'on fait, surtout dernièrement aux films du MCU ou autres. Oui. C'est quand même des films qui sont devenus des énormes bouillies d'effets spéciaux où ils mettent un gros budget au service de pas grand chose. On voit la comparo, souvent ils le font avec par exemple un film comme Le Seigneur des Anneaux qui visuellement est impeccable et qui n'a pas pratiquement pas pris une ride depuis toutes ces années. Un peu, mais franchement, c'est extrêmement honorable. Voilà, et comparé à des films qui sortent maintenant, où par exemple on prend le dernier Thor ou ce genre de choses, où il est déjà visuellement c'est une catastrophe. Quoi. Voilà. Donc, est-ce que finalement Thibaut peut-être dit vrai ? Je suis pas sûr parce que franchement, s'ils avaient voulu faire quelque chose de grotesque, ils auraient fait quelque chose de grotesque avec le costume. Parce que en vrai, quand tu vois le Birdman sur l'affiche, parce que c'est un leitmotiv, on voit tout le temps l'affiche dans il est omniprésent, dans la salle de repos de l'acteur principal. Le costume est vraiment beau, il est très impressionnant, quoi. Je pense que c'est... parce qu'il voulait que ce soit crédible et que ça rappelle vraiment Batman aussi. Je pense qu'il voulait pas décrédibiliser le personnage parce que le propos, on devait y croire, mais que dans son apparition, ils l'ont rendu dégueulasse. Ouais, bon, c'est possible. Donc ils ont peut-être soigné la DA, mais pas la présentation. Ou peut-être qu'ils voulaient le faire autrement et que ça a été torché au dernier moment, c'est possible aussi. Et puis peut-être parce que pour le coup, ils n'ont pas vraiment de responsable des effets spéciaux sur un film en plan séquence. Non, mais c'est vrai, il y a peut-être ça aussi. Ils ont peut-être pas consacré ce qu'ils devaient y consacrer à cet endroit-là. Je sais pas. Bon, à mon avis, il déteste les effets spéciaux, peut-être. Peut-être aussi. Mais je pense qu'il va nous appeler. Il a besoin de parler. Sinon, il a appelé Josiane de la Conta. Il lui a fait. Bonjour, vous êtes bien au service comptable de monsieur Alejandro González Iñárritu. Que puis-je pour vous ? Salut Josiane, excuse-moi de te déranger. Je t'appelle parce qu'on a terminé le tournage, on a payé les acteurs, on a payé les techniciens, mais du coup, est-ce qu'il resterait un peu de thunes pour les effets spéciaux ? Attends, je regarde. Je crois qu'il nous reste 50 balles. Ok, peut-être aussi.
Je vais trouver un artiste Instagram et le payer en visibilité. Je pense que c'est le mieux. Donc il finit par s'envoler, voilà. Enfin d'abord il monte sur le toit et en gros donc il continue à parler avec Birdman, ainsi de suite. Ce qui est très drôle. Alors je sais pas si vous avez remarqué dans cette scène, je sais pas si c'est volontaire ou encore une fois si c'est juste voilà. Mais on voit une affiche de Man of Steel derrière. Ah, j'ai pas on voit vu. une affiche de Superman alors je ne sais pas si c'est volontaire, elle est placée, on la voit bien, on la voit 2-3 fois, elle est quand même pas mal au centre de l'image, mais on voit qu'elle est éloignée, elle est posée sur un immeuble. Est-ce que c'est volontaire, est-ce qu'encore une fois c'est une critique ou pas des films à très gros budget, très populaires on va dire, je ne sais pas. À mon avis, c'était une manière de dire après, si vous voulez me caler dans le DCEU, je suis quand même pas fermé à tout. J'ai aussi besoin de me faire des thunes. C'est bien possible. Et peut-être qu'il s'est fait virer, du coup il est vénère. Peut-être, hein, ça se trouve, il devait réaliser un Batman ou un Superman. Finalement, on lui a dit non, ça va pas être possible parce qu'on peut pas. Il voulait prendre un ours dans le rôle de Batman ou de Superman. On lui a dit non, et du coup, il a dit ah ouais. À mon avis, c'était plutôt un Superman pour la gestion du slip. Peut-être. Ah bah ouais, du coup, ouais, ça, c'est cohérent. Et là, il a pris. Il a pris après, son j'ai carnet, quand même regardé oh. Sherlock, la série 2-3 fois, donc c'est pour ça que j'ai des skills. Ça, t'es chaud du coup. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est cohérent. Il a pris son carnet, il a fait ah ouais. Ok. Alors tu vas voir si je vais pas le faire mon film. Toi, t'es reculé là. Il monte donc sur le. Donc il monte sur le toit et donc il finit par dire à Birdman t'inquiète, je sais ce qu'il faut qu'il fasse, et il se jette du toit. Donc là on se dit ah ben voilà, il a vu comment il est névrosé depuis le début. Oui, c'est ça. Finalement, moi ça vraie cohérence. Ça poussait un peu l'idée que ce personnage, ça représentait sa déchéance, mais aussi une forme de dépression, et que du coup il l'écoute et il se fout en l'air quoi. Voilà. Et au final, on comprend donc quelques secondes plus tard que non, en gros, que il a juste encore une fois, il a tapé un gros bad trip et que en fait, il a pris un petit taxi et qui rentre donc au théâtre et qu'on comprend donc qu'il commence vraiment à bien péter les plombs. Mais vu qu'il dit quelques scènes auparavant ou après que finalement depuis quelques temps il se nourrit essentiellement de whisky et qu'il ne dort quasiment plus depuis quelques mois. Donc voilà, finalement il y a un côté, il sombre un peu dans la folie. On le saura moins parce que clairement sa vie elle est quand même pas hyper fun à ce moment-là. Elle est pas dingue, non, c'est vrai. Donc dans la scène suivante, il retrouve son ex-femme qui est interprétée par Holly de The Office. Là également, les vrais savent. Vous avez vu The Office ? Oui, Holly, toi, oui, non, d'accord. Putain, je l'ai pas voilà, reconnu. bah oui, c'est madame. Pas encore. Donc il lui révèle que donc il a fait une tentative de suicide donc au cours de leur vie commune. Donc on comprend que c'est quand même un mec passif finalement, oui, voilà, dans la dépression, dans l'envie de serein tout le long de sa vie. Ouais. Tout à fait. Donc la fameuse grande première arrive. Et on le voit, donc après la discussion avec sa femme, on le voit échanger donc une arme factice, donc déjà auparavant dans le film, donc là un bon gros fusil de Tchekhov à l'ancienne, où en gros Edward Norton lui tend l'arme en lui disant mais il est nul ton flingue, on voit le bout rouge, on voit que c'est pas un vrai, prends un qui ressemble à un vrai. Et donc on le voit échanger cette arme donc avec un vrai flingue. Il monte sur scène, il déclame son texte donc là dans la grande scène finale, et il finit par se foutre une bastos devant tout le monde. Donc là les gens médusés qui finissent donc par une standing ovation, ce qui amène soit à A, ils n'ont pas compris et ils ont été époustouflés par la performance, ou B, c'était une sortie de l'amicale des sociopathes qui adorent voir des gens se foutre en l'air en direct. Voilà, c'est les deux théories que j'ai mis au point. Il y en a une troisième. Je pense que c'est la B. Il y en a une troisième. Ah, oui. C'est Iñárritu déteste le public. Ah peut-être aussi. Et Michael Keaton. Il est né de manière générale. Il aime pas les nés non plus. Mais j'avance un peu vite. Mais non, je pense que ça remet un peu en exergue l'idée d'un art total, parce que le film parle quand même de ça, tu sais, l'art total de pour être crédible, il faut se foutre en l'air. On revient sur les règles du dogme aussi. Faut se mettre à nu. Voilà. Enfin, les règles de ce dont tu parlais, si un acteur doit se foutre en l'air, il faut qu'il Oui, parce qu'au final, ça retrouve ce qu'on voit donc après. Ouais. Donc on le voit donc à l'hôpital où on apprend donc qu'il s'est raté, mais que en gros, ça lui a arraché le nez. Voilà. Donc il y a son pote qui est son avocat producteur, on sait pas trop, donc qui est joué par Zach Galifianakis. C'est ça, je crois que c'est le prod. Ouais, mais il gère quand même, enfin je sais pas, parce qu'il gère beaucoup les contrats et tout, et j'avais regardé sur le pitch, en tout cas, il est indiqué comme étant son avocat. Il ressemble plus à un producteur pour moi, mais il est indiqué, pour ça que j'ai mis un avocat producteur. Ouais, ok. Comme ça, il y a pas de jaloux. Un avocat. Donc qui est joué par Zach Galifianakis, tout à fait, qui pour une fois ne joue pas un débile total, un demeuré congénital. C'est un acteur, je pense, qui peut faire mieux que ça. Ça pourrait être un Jack Black, mieux que se mettre en slip et se mettre des doigts dans le nombril. En fait, je pense qu'il vaut mieux que ça.
mais là pour le coup on le voit peu, mais je trouve qu'il fait. Ouais, il est très très bien. Oui. Mais c'est un acteur que j'aime beaucoup moi perso. Moi aussi j'ai de l'affection. Au-delà des Very Bad Trip ou autre, ouais, c'est un mec qui est très drôle et qui a une espèce de, je sais pas si c'est un podcast ou enfin une émission. Oui. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. J'ai vu où en passer fait des ils extraits, roastent en direct. C'est très très rigolo. Ils font des blagues extrêmement limites et c'est très très drôle. Je vous conseille d'y jeter. Et c'est rigolo, ça fait écho à ce que tu disais au début, Thibaut. J'avais noté que quand on apprend qu'il s'est loupé, Michael Keaton, on sait qu'il souffre sa race, et puis après, en plus, on aura la chance de voir son visage exploser. Et j'avais noté, il épargne rien à son personnage, vraiment. Il aime faire souffrir. Non mais oui, c'est ça. Il est d'une cruauté folle. Avec et donc il lui apprend donc la critique. Donc Zach Galifianakis lui apprend que la critique. Donc elle a fait un papier élogieux. Et elle finit donc sur son papier en disant que finalement il faudrait plus d'acteurs qui pissent le sang sur scène, parce que c'est ce qui manque le plus au théâtre en fait, c'est les mecs qui en gros pissent le sang, donc ils vont vraiment au bout. Donc voilà, je pense que comme tu disais, ça ramène vraiment à cet aspect acteur total qui un peu comme dans La Classe américaine quoi. C'est ça, exactement. Total, c'est pas exactement pareil. Ou nous le mimer. Ouais. Mimez-le. Donc là, on comprend donc son pari est réussi, la pièce est un succès, il est de retour, c'est donc un méga happy end, tout le monde est beau, tout le monde est heureux, tout le monde est gentil. Sa fille arrive donc avec des fleurs, ils se font une papouille dans une scène qui est très sympathique, oui. On comprend quand là finalement sa vie se remet à l'endroit. Comme quoi un bon suicide, honnêtement, ça résout pas mal de problèmes. Merci Iñárritu. Il aime le suicide en fait. Voilà, c'est sa seule passion dans la vie, c'est le suicide. Et l'autodestruction. Donc sa fille sort quelques instants donc, pour récupérer un vase. Donc lui il en profite pour sortir de son lit, il défait son bandage et donc on voit donc il a un nouveau-né tout beau tout neuf et donc il a un profil très différent, ça le change, ça fait très bizarre je trouve quand on prend des acteurs et qu'on leur change radicalement la tête, n'est-ce pas Rian Johnson, qu'est-ce que tu as fait à Joseph Gordon-Levitt, et donc du coup ça le change complètement et ça lui donne un côté presque Birdman en gros, puisque du coup ça lui fait un nez un peu pointu, assez presque un côté bec entre parenthèses, avec un nez assez fort. Et donc il ouvre la fenêtre, il voit des oiseaux voler et c'est la seule fois du film où il a l'air apaisé. On arrive à ressentir de l'air frais sur son visage et c'est le seul moment où il a l'air bien. Ouais, mais même dans le sound design, quoi, le vent entre, on entend le bruit de l'extérieur, de la nature. Il y a effectivement un truc de reconnexion avec le vivant et tout, ce qui est paradoxal. Et donc là, il voit les oiseaux, il monte sur le rebord et on voit donc la caméra change d'angle. La fille rentre dans la pièce, sa fille, pardon, elle le cherche, elle le regarde par la fenêtre, elle regarde en bas parce que forcément elle se dit qu'il a dû se foutre en l'air. Elle lève les yeux au ciel et elle sourit et c'est fini. Voilà. Parce que il a, comme disait la chanson, fait comme l'oiseau. Merci. C'est ça. C'est tout pour moi. Il s'appelle pas Max parce que je crois qu'il est libre. Apparemment, il y en a même qui l'ont vu voler. Oui, il y en a qui l'ont vu voler, c'est vrai. J'ai lu la presse également. Tu disais Bertrand. En guise de conclusion, cette scène-là, pour moi, ça a mis le point final sur ce film, où en fait, Iñárritu a pas réussi à gérer ses niveaux de réalité en fait. On le voit dès le premier plan où il choisit de quand même si l'image est très belle, ça fait quand même très caméra haute définition avec une image un peu sale et Michael Keaton en slip où on le rend volontairement laid, mais il est en lévitation. Donc en fait on sait pas tout du long si on est dans quelque chose de réaliste, parce qu'il choisit cet appareil comme quelque chose de réaliste, tout en faisant des plans séquences pour renforcer le réalisme, tout en mettant un peu de magie, mais magie qui en plus est cassée par des effets spéciaux plutôt mal faits. Et en plus, il s'amuse à casser régulièrement le troisième mur en disant je fais un film de pure invention, tout en prenant Michael Keaton qui est Birdman, mais en fait c'est Batman. Vous avez compris, vous avez la ref. Et donc du coup, en fait, on sait pas où se place ce film, et je trouve que les trois niveaux de réalité sont en conflit permanent, et le fait qu'il s'envole à la fin, en plus avec Emma Stone qui a une réaction assez mal jouée, je trouve que son espèce de sourire qui apparaît sur son visage sonne faux, même si vraiment personnellement j'aime beaucoup cette actrice, et donc du coup on sait jamais à quel plan on est. Il arrive pas à mélanger chose que faisait magnifiquement bien Del Toro dans Le Labyrinthe de Pan,
où on a un jeu entre... On sait qu'il y a un monde fantasmagorique et tu choisis, en fait, si ce monde fantasmagorique est la chose à laquelle tu adhères et donc qui nie la réalité absolument dégueulasse qu'il y a, donc un monde dans lequel la jeune fille pourrait s'enfuir, un monde dans lequel Birdman pourrait s'enfuir, où tu te dis c'est une triste réalité avec un monde merveilleux. Et là, en fait, comme il y a les trois qui coexistent avec le troisième mur qui est pété, la magie et en même temps... Je crois que t'as oublié... Pardon, ça fait 2 fois que tu dis ça, mais je crois que t'as oublié un mur dans l'histoire, c'est le 4e. Pardon, le 4e, ouais, autant pour moi. Mais ça, je me disais, mais c'est quoi le 3e mur? Oui, c'est ça, je suis en train de poser la question, et quand après, le propos me fait dire... Non, c'est qu'en fait, c'est un mur sur lequel il y a marqué la réalité, tu vois. D'accord, et c'est le mur sur lequel il y a l'affiche de Birdman. C'est ça. Ouais. Donc voilà, je trouve que le message sonne toujours faux en fait. Alors pour le coup, il y a, on comprend, il y a une fameuse scène où en gros il utilise ses pouvoirs, entre parenthèses, il fait tout léviter, il brise tout dans la pièce parce qu'il est en colère. Où on se dit ah bah là clairement il a des pouvoirs et en fait son pote donc Galifianakis rentre dans la pièce et en fait on comprend qu'il est en train de tout péter avec ses mains. Ça, et qu'en gros cette voix dans la tête lui fait qu'en permanence il a encore des bribes de Birdman parce que ça l'a tellement bouffé dans son ego, dans sa vie et on l'a tellement comparé à Birdman que du coup il est encore là-dedans quoi. Moi c'est comme ça que je le vois en gros. Non, parce que ça pourrait, je suis d'accord avec toi, ça, on pouvait le voir comme ça, mais le fait que la fille le voit voler, donc une personne extérieure qui voit ses pouvoirs magiques, sous-entend que c'est une réalité. Donc moi j'ai lu un papier sur ça qui a été apparemment plus ou moins confirmé par les scénaristes du film, comme quoi en gros il ne s'est pas raté. En gros, au moment où il tirait... Alors attends, mais après je te dis juste... Et je trouve, moi pour le coup, je trouve que ça se défend. Alors tu peux faire... C'est pas la peine de faire sa tête. De toute façon, les gens ne te voient pas, Bertrand. Et en gros, l'idée, c'est qu'il ne s'est pas raté parce que on note que c'est le seul moment du film où il y a un côté bonheur absolu, tout est beau, tout est rose, les oiseaux volent, on entend la nature, ma fille m'aime. D'un coup d'un seul, tous les problèmes se règlent juste parce qu'il s'est suicidé en gros. Ou qu'en tout cas, il a fait une tentative. Alors soit effectivement, Iñárritu aime le suicide, et on a enfin trouvé quelque chose qu'il aime. Et le suicide de son père rend la fille heureuse, pardon. Mais non, parce qu'en soi, au final, tu te dis que le fait qu'il ne se soit... En gros, le film s'arrête au moment où il tire un coup de feu. Pour moi, sa théorie, elle prend sens sur un truc tout con. C'est le seul moment où il y a une coupe dans le film. Au moment où il se tire une balle. Oui, c'est vrai. Il y a une coupure et on le retrouve à l'hôpital. C'est la seule coupure du film. Donc pour moi, le plan séquence s'arrête quand... alors je parle de vraie coupure, je parle pas de coupure fictive. Oui, il y a un cut visible. Il y a la coupure quand il se réveille dans les poubelles aussi. Oui, mais c'est juste... En fait, alors si je me souviens bien, en gros, c'est dans la séquence. En gros, il s'endort avec la caméra et la caméra se réveille avec lui. Là, c'est le seul moment où effectivement, il y a un vrai cut. C'est comme ça que je le ressens. Et je pense que, en soi, ça me paraîtrait pas illogique, c'est que justement, en gros, en se flinguant, on va dire, sa dernière pensée, c'est putain, j'ai réussi, j'arrive à voler, effectivement, j'ai des pouvoirs, putain, j'ai réussi. Pourquoi d'un coup d'un seul ? Parce que ce qui est pas cohérent, en fait, c'est il arrive avec le papier dithyrambique de Tabitha Dickinson, alors qu'au moment où il se flingue, tout le monde se lève, applaudit, elle se lève, elle s'en va. C'est la seule qui n'éprouve aucune émotion à ce moment-là. En gros, elle a juste suivi ce qu'elle disait en disant je ne viendrai pas et j'écrirai une merde. Du coup, elle a quand même fait l'effort, elle voit ça et en fait, elle est juste révulsée. Pour moi, en fait, non, il y a une vraie cohérence au fait que non, effectivement, il s'est flingué et que sa dernière pensée, c'est la scène de fin. Ce qui a une vraie cohérence aussi avec le côté 4e mur. Je ne pense pas, vu la finesse qu'a Iñárritu pour régler toutes ces questions, j'y crois pas. Je ne veux pas y croire. Thibaut, t'en penses quoi ? Je trouve c'est le genre d'idée que je trouve toujours intéressante, mais qui nécessiterait un peu plus d'indices, parce que là, ça fait un peu vraiment... c'est sortie de secours, quoi. Et ça me dérange un peu. J'ai toujours eu un petit peu de mal avec les gens qui allaient pas au bout de leur histoire, tu sais. Alors, il y a beaucoup de gens qui louent le côté... et je suis pas toujours en désaccord avec eux, mais qui louent le côté la porte ouverte, c'est toi qui te fais ton interprétation du truc. On parlait du labyrinthe de Pan. Il y a de ça, mais il y a de ça sur... je sais pas. En gros, dans le labyrinthe de Pan, je trouve ça assez cool, mais en général, je suis quand même assez frustré si je n'ai pas au moins la vision du réal. Après, à moi d'avoir le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec lui ou elle. Je trouve ça un peu trop facile, le fait de pas aller au bout de son propos. D'accord. Là, du coup, si jamais c'est quelque chose qui finit par être avéré par, effectivement, comme tu le disais, les scénaristes, etc.,
Bah, je dirais ok, d'accord, mais dans le film, en gros, il y a rien qui dit ça, et du coup, je me départirai jamais de l'idée que c'est la solution de facilité que tu sors en interview après pour essayer de légitimer un truc, tu vois. Ouais. Et c'est quelque chose qui me dérange pas mal. Attention, je dis pas que c'est une j'entends bien, et pour le coup, je suis assez d'accord avec toi sur cet aspect-là. En fait. Après, moi, pour le coup, je suis pas de base, je suis pas un grand consommateur de cinéma d'auteur ou ce genre de choses. Et pour le coup, j'aime le film. Voilà, moi je suis plus spectateur, on va dire, de films type américain où en gros il y a un début, un milieu, une fin, et j'aime bien que voilà, on me donne quelque chose à manger entre parenthèses, même si je suis capable d'interpréter, mais si effectivement le film s'y prête. Mais là pour le coup, je trouve qu'il y a une cohérence justement dans cette fin. Quand tu regardes un peu les indices, voilà, en lisant en tout cas ce que j'ai lu sur ce truc là. Ça me paraît assez cohérent au final comme fin. Après, j'irais dans ton sens, Thibaut, dans le sens où on peut tout à fait faire cette petite pirouette après la sortie du film, parce que finalement, cette espèce de happy end un peu gnangnan, ça casse toute l'idée du film, quoi. Voilà. Oui, c'est pour ça, moi, justement, mais du coup, je pense que pas mal de gens ont dû être vexés par cette fin. Au final, comme je te dis, il y a vraiment la cohérence avec ça, au final, dans la mesure où tout le film, justement, il a un aspect très sombre et violent, parce qu'au final, si je veux parler, on parlait à la fin de l'épisode sur Whiplash, en disant, mais du coup, c'est quoi, en fait, la fin? Ça glorifie le fait d'être un fumier, ou, tu vois, c'est ça, là, c'est pareil, il y a une vraie place à l'interprétation, parce qu'il a quand même beaucoup à se reprocher à la fin, le personnage de J.K. Simmons, et ça laisse la place à l'interprétation sur ce qui se passera après. Là, en soi, je trouve qu'on retrouve un peu ça. Effectivement, clairement, le film, j'aime beaucoup Birdman, et je trouve que le film n'a pas la maestria, en tout cas, que peut avoir un Whiplash dans son ambiance ou ainsi de suite. Mais je trouve que de base, moi déjà, alors, on peut le dire maintenant, j'ai beaucoup aimé Birdman, mais j'ai trouvé ce film vraiment bien. Et effectivement, la première fois que je l'ai vu, c'est un peu easy. Pourquoi elle le voit voler? Alors, effectivement, c'est une réaction un peu bas du front, mais c'est la première réaction qui te vient naturellement avant de te mettre à vraiment réfléchir sur ce que tu as vu. Et pour moi, en fait, ce qui change vraiment, c'est vraiment ce cut au moment où il se flingue, quoi. Enfin, ou en tout cas quelques secondes après. Ouais. Pour moi, c'est un vrai indice, je pense. Après, si je peux rebondir vite fait par rapport à cette fin. Au final, moi, la façon dont je l'ai vécu, alors à part le fait qu'il s'envole, en fait, ça me serait allé justement que le film se termine. Alors bon, qu'il se fout en l'air, oui, pourquoi pas, je l'aurais compris. Le fait qu'elle le voit voler, c'est un truc qui me fait sortir de ça et du film aussi. Mais en gros, ça me serait allé dans le sens où le film focus énormément, on va dire en première intention, sur cette histoire de pièce de théâtre et sur le fait que ce soit l'occasion pour Regan de se légitimer en tant que homme de spectacle, que entertainer, donc là en l'occurrence comédien de théâtre, et de légitimer toute sa démarche et son retour et tout. Donc en gros, trouver la gloire, c'est tout ce qui lui importe. Et le fait qu'à la fin, au final, en faisant cet acte un peu extrême, carrément extrême et carrément horrible, oui. Voilà, il atteigne son objectif en étant allé au bout du bout, donc de l'art total et de ce truc-là qui est, je pense, peut-être le seul truc que défend Iñárritu. Je sais pas s'il le critique ou s'il le défend au final, mais voilà, ça me serait allé que le film en gros soit une escalade vers tout le monde lui dit c'est pas assez, tu fais trop ça pour toi, il faut que tu ailles au-delà de tout, au-delà de toi, au-delà de ce que tu cherches à faire, au-delà de la première intention, tout ça. Et c'est Edward Norton qui lui dit voilà, moi je veux aller au-delà des apparences, quoi. Je veux, s'il faut que je sois bourré, je vais être bourré, s'il faut que j'encule quelqu'un sur scène, je le ferai, ça me dérange pas. Voilà, et du coup le film lui crie ça tout le temps, et à la fin voilà, c'est ce qu'il finit par faire, et là bam, il en récolte les lauriers. Et ça me serait allé en fait que le film, même si j'aurais trouvé ça dégueulasse, mais ça me serait allé que le film se termine en disant voilà, t'es allé suffisamment loin pour enfin être reconnu, pour enfin avoir l'acknowledgement de cette connasse de critique et du public et de tout ça, quoi. Ouais. Et le parallèle avec Whiplash est vachement cohérent, du coup. Ouais, c'est pertinent. Où Whiplash, justement, il s'est coupé, où il veut terminer le film sur une question. Et là, la question... La question est un peu artificielle, je trouve, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, après, je suis d'accord. Moi, pour le coup, comme je dis, j'ai adoré le film, mais effectivement,
Voilà, ce qu'il y avait mieux à faire, je ne sais pas, hein, mais effectivement, je pense peut-être autre, ou en tout cas une façon différente de le raconter. Moi, en fait, quand je l'ai vu la première fois, je pensais vraiment que le film s'arrêterait là. J'aurais trouvé ça assez puissant, justement, de le voir sur le fait qu'il se flingue et qu'au final, il finit sur un applaudissement sur scène, en regagnant en fait ce il cherche depuis le début. Il y avait une vraie cohérence. En soi, avec ce que j'ai lu, ça se tient encore, puisqu'il y a quand même cet aspect, les gens applaudissent, ainsi de suite, ou je ne sais pas. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même beaucoup aimé. Si on en est à donner nos avis, du coup, Bertrand, si ça te va, j'aimerais bien qu'on finisse par toi pour que tu puisses cracher enfin ton fiel, qui est une espèce de fil rouge. Oui, tout à fait. Avec beaucoup de gros mots, s'il te plaît. Par pitié, déjà qu'on s'est pas privé. Non, ouais, pour le coup, j'avais beaucoup aimé la première fois, énormément. Là, en le revoyant, j'avoue que je suis pas mal redescendu, du coup. Je considère que ça reste quand même une très chouette expérience de ciné, qui a certainement des trucs à dire, et j'avoue que j'ai du mal, vous l'avez compris, hein, j'ai assez peu foi en mon sens de l'interprétation et de la lecture des sous-textes et tout ça dans les films, ce qui est un truc qui me désole un petit peu, mais c'est comme ça. Et du coup, quand j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui m'échappent, je vais partir du principe que c'est normal et que c'est pas de la faute du film. Donc j'ai du mal à être critique vis-à-vis de ça, même s'il y a quand même pas mal de trucs que je trouve, comme je le disais, un peu trop sursignifiants, et ouais, ça me pose un petit peu problème quand même. Et voilà, et il y a cet aspect donc que j'ai pu confirmer avec The Revenant, de cette cruauté envers ces personnages, et autant ça peut me plaire quand ça va vers un truc cathartique. Là, en l'occurrence, c'est pas trop le cas, ou c'est pas assez marqué. La catharsis est très très mal montrée si jamais il y en a une. Et du coup, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le mec, il fait une catharsis, il a quand même, comme on disait, il a une quantité de névrose, c'est astronomique. Non, mais voilà, c'est ça, exactement. Et c'est tout à fait ça. Et du coup, ouais, cette cruauté un peu gratos et un peu, que je trouve un peu basse du front en l'occurrence. C'est un truc qui m'a dérangé et qui m'a un peu fait sortir du délire, comme on dit, très peu d'ailleurs, et c'est très bien qu'on le dise peu. Mais voilà, du coup, il reste quand même dans la moyenne haute, mais je suis quand même vachement redescendu. Désolé, c'était un avis un peu long. Bertrand. Oui, mais c'est un avis qui se vaut. Moi, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai passé un très bon moment. J'en étais sûr, putain, le twist. Je l'avais dit au début, réécoutez le début, vous allez voir. C'est vrai. Non. On vient d'assister à un truc digne de Usual Suspect, là. Voilà. C'est Kaiser Soze. Non, j'ai pas aimé du tout parce que j'aime pas. C'est Franck Sauzet, juste. C'est Bébert Sauzet. Non, j'aime pas du tout ce réalisateur parce que je trouve. Après, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Je pense c'est clairement un très bon technicien. Mais par contre, il fait des images. The Revenant, j'ai pris des branlées visuelles de A à Z. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Ouais, non, mais je t'en prie. Mais je trouve que sa technique est très rarement au service de ce qu'il raconte. Et en fait, ces effets de manche. Après, on a tous nos amours. Hein. Moi, je sais que je suis un fan absolu d'Alfonso Cuarón. Cuarón aussi, t'as des ficelles, t'as de la technique, en veux-tu, en voilà. Et avec Cuarón, ça marche. Mais pour revenir à The Revenant, dès le premier plan, en fait, je me suis dit, tiens, super, il est en train de copier un réalisateur dont je ne retrouverai pas le nom, hein, forcément. Mais ça, c'est parce que t'es Team Calbut, ça. Ah oui, tout à fait. Attendez, je vais retrouver ce réalisateur que je sais... D'ailleurs, c'est marrant, je rebondis pendant que tu cherches. Oui, je t'en prie. Je rebondis pendant que tu cherches. Il est Team Calbut, mais s'il était Team Sleep, il serait donc dans un groupe avec Chino Moreno. Voilà, je t'écoute. Est-ce que tu parles d'Aronofsky, du coup ? Non, Terrence Malick. Ah oui, effectivement. Parce que c'est génial, The Revenant commence, je me dis c'est très beau, je savais même pas que c'était Iñárritu. Je me dis c'est magnifique, mais c'est un copycat du Nouveau Monde de Terrence Malick. Qui est un film super. Ah, absolument incroyable. Pour moi c'est le meilleur Malick, c'est celui qui m'a le plus retourné. Je pense la ligne rouge quand même. Oui, se défend qui est ouf. Très très bien. Ah oui, c'est ouf. Ouais. Mais toujours est-il que avec Iñárritu, je trouve toujours que ses ficelles elles me sautent à la gueule, quoi. Donc du coup ça me sort du film. Si vous voulez vraiment vous faire mal, je vous conseille de voir Beautiful, qui est l'histoire d'un mec qui vit dans un quartier pourri de Barcelone. Le mec arrive à rendre Barcelone à dégueuler. Et c'est un gars qui doit détester Barcelone. Voilà, sûrement.
C'est l'histoire d'un mec qui est en train de mourir d'un cancer et qui élève seul son fils. Il meurt d'un cancer de la prostate, donc comme Iñárritu nous épargne jamais rien, t'as une scène où en fait il enlève la couche souillée qu'il porte. Enfin c'est voilà. Je déteste Iñárritu. Je trouve toujours que c'est. Donc il aime pas les couches. Il aime pas les gens qui ont le cancer. Il aime pas les fils. Et il déteste Barcelone. Voilà, donc non, Iñárritu, non, c'est un grand nom, quoi. Un grand nom. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai vu plusieurs films de lui, sans savoir que c'était lui, et en quelques secondes, je le déteste. C'est incroyable. Ah ouais. C'est beau. Alors, ce qui est dommage, c'est de se dire que la prochaine émission, on fait The Revenant en plus. Ah, c'est bon ça. Après, on fait Babel. Voilà, et Beautiful ensuite dans la foulée, et Amour chienne pour finir. Et après, je pense que je vais terminer sur je vais terminer mon avis très très long. C'est d'autant plus énervant que c'est quelqu'un qui a des capacités énormes. C'est un bon technicien, tu sais. Putain, j'ai l'impression d'entendre tous mes profs du collège. C'est ce que j'allais dire, ça on dirait tellement un truc de prof. Ah bon, tout le monde m'a dit ça. Ah ouais. Ouais, tu sais le côté, c'est dommage, on sait que tu es capable de mieux, tu as des capacités, mais tu dois croire en toi. Oui, il va falloir que tu travailles un peu là. Allez, sors-toi le doigt s'il te plaît. Voilà, le doigt. Je sais pas combien de doigts au cul j'ai eu, mais franchement, je peux vendre des bouquets dans la rue. Mais c'est incroyable. Voilà, et en plus, c'est quelqu'un qui arrive à très très bien créer la gênance, la souffrance, la douleur, parce que c'est quand même, on va pas se mentir, Birdman, c'est un film assez pénible. C'est humainement difficile. On n'en a pas parlé, mais la scène où, on n'en a pas parlé longuement, mais la scène où il discute avec son ex-femme, c'est d'une dureté. Mais vraiment, c'est violent. C'est d'autant plus violent qu'en fait, ils se disent tous les deux, on s'aime, on n'a jamais arrêté de s'aimer, mais on peut pas être ensemble. Et on se remettra jamais ensemble. C'est dur. C'est vraiment dur, d'autant plus que les personnages l'acceptent. Mais surtout qu'en plus, voilà, la scène est tellement dure qu'il explique qu'en plus il a essayé de se suicider, mais qu'il a même, il est tellement pitoyable qu'il a réussi à rater son propre suicide. Ouais, tout à fait. Ouais. Puisqu'il explique qu'il s'est fait interrompre par des méduses et que du coup ça l'a empêché de se suicider paisiblement. Donc ça veut dire qu'il n'aime pas non plus les méduses. Non. C'est ça. Je pense qu'il a. Ou alors il les aime justement, elles ont empêché. Ah mais non, comme il aime le suicide, du coup, comme ce qui empêche un suicide, il est forcément un ennemi. Oui, c'est vrai. J'en sais plus là. Je pense que cette théorie marche, mais elle commence à s'engloutir elle-même. Oh, messieurs, oui, je vous remercie de ce charmant moment que nous venons de passer en parlant de ce film tant apprécié par Bertrand. Moi perso, ça a été un plaisir. Je sais pas vous. Mais moi aussi, c'est moi j'ai bien. C'est un très bon moment, mais, comme à l'accoutumée. Moi j'ai aimé le film. Voilà, moi j'ai aimé le film et parler du film après. Donc, ça c'est classe. Moi, pour le coup, nous on a vécu un moment plus long, bien plus long que toi. Ouais, c'est vrai. Moi, ça m'a gâché un vendredi soir, mais qui est sauvé par un magnifique mardi soir. Ah. Voilà. Tu vois. Mais voilà, tu viens de spoiler. Maintenant, les gens, ils savent qu'on enregistre le mardi, ils vont venir nous trouver pour essayer de nous voler des choses. Exactement. Parce qu'ils savent qu'on est occupé. Exactement. Non, mais en fait, on enregistre de chez nous. C'est là que les gens sont cons, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, là, mais ça se trouve, ils nous cambriolent, mais on le sait pas, là. Attendez, je reviens. C'est vrai. Moi j'ai mon chat. Ah putain, je crois que mon chat est en train d'essayer d'embarquer une table. Ah ben moi on m'a volé Pipo. Oh non. Ah putain. Alors ça par contre c'est bon. Alors nous c'est l'avantage, c'est que du coup s'il y a un cambriolage, on le voit parce qu'on est, sachez qu'on est en visio. Hein, oui c'est vrai. Et qu'au final, s'il se passe quelque chose, on pourra dire attention derrière toi, c'est affreux. Ce qui nous permet donc d'avoir ce système de sécurité H24 qui est absolument superbe. Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Alors moi aussi, et je me permets juste un tout petit disclaimer, je suis navré vraiment, je suis maître digression. Je suis navré pour ma voix de ce soir parce que j'ai vraiment une sale crève. Ça s'est probablement entendu, j'ai essayé de me moucher loin du micro, j'espère que ça s'entendra pas trop. Nous on l'a pas entendu en tout cas. Ok, bon tant mieux, et par contre j'ai une voix un petit peu nasale. Je suis comme on dit dans le milieu, comme d'habitude. Balade. Et du coup voilà, si jamais ça s'est entendu et que ça a pu être gênant, je suis navré. C'est tout. Mais moi je trouvais que tu avais une voix merveilleusement dégueulasse comme d'habitude. Ça me fait très très plaisir. Waouh, on va peut-être parler après. Allez, des bisous. Ouais, des bisous tout le monde, bye. Et à très très bientôt. Oui. Ciao. Ciao.